Donc je me présente Dr CHHO, donc comme l'a rappelé professeur Géorgie, donc je suis un ancien étudiant donc du Master ISIS. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être ici donc en qualité de présentateur de ce webinaire. Donc je suis docteur en médecine marocain, spécialisé en informatique médicale, anciennement directeur des systèmes d'information au CHU de Rabat, donc la capitale du Maroc. Donc le CHU de Rabat, c'est le plus grand CHU national. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc d'un retour d'expérience concernant les technologies libres au service de la santé, un retour d'expérience du Maroc. Alors, je rappelle tout d'abord le contexte sanitaire dans mon pays. Alors, le contexte sanitaire actuel au Maroc est marqué par un certain nombre d'acquis qui dérivent tous des stratégies et des politiques adoptées. Alors, parmi ces acquis notables qui vont nous intéresser pour la suite de ce webinaire, eh bien, pour la première fois au Maroc, de par la nouvelle constitution donc, du Royaume, le droit à la santé se retrouve au rang de droit constitutionnel. Alors, c'est une première nationale. Ainsi, donc, le droit à la santé a été hissé au même titre que le droit à l'éducation, au logement et à l'emploi. De même, l'augmentation du nombre des établissements de santé est également donc un acquis nouveau, notamment des structures hospitalières et les CHU. Donc on est parti donc de 2 CHU, maintenant donc ce nombre va en grandissant et on espère pourquoi pas avoir donc des CHU dans la plupart des grandes villes nationales. L'importance également croissante du nombre des professionnels de santé formés, mais aussi leur diversification, couplée à la création de nouveaux établissements de formation dédiés, donc des facultés de médecine, des écoles de formation en sciences infirmières, des écoles de génie biomédical, etc. La maîtrise également de l'accroissement démographique en Maroc a été réussie. Nous avons aussi constaté un gain notable sur l'espérance de vie de la population marocaine. Et finalement, nous avons, donc, comme ça a été d'ailleurs recommandé par les objectifs du millénaire, permis donc d'accélérer la réduction de la mortalité natale et infantile. À ce titre, donc, j'avais personnellement participé à l'élaboration du premier système d'information nationale, donc dédié à ce programme-là. Toutefois, donc bien entendu, tout n'est pas rose. Nous avons plusieurs difficultés dans le système de santé marocain. Eh bien, tout d'abord, le budget. Comme la plupart des pays comparables, le budget alloué au secteur de la santé donc, ne représente pas forcément la part du lion. Donc, nous sommes à peine à 6,4% du PIB. Les difficultés de l'accès aux soins peuvent être criantes. En effet, nous avons une insuffisance quantitative, une répartition déséquilibrée à travers le territoire, mais aussi des écarts importants entre le milieu urbain et le milieu rural, mais aussi entre les différentes régions, avec une installation préférentielle de la plupart, j'allais dire, donc, des pôles au niveau des grandes villes. La population couverte par l'assurance maladie est uniquement de 33,7%. À ce titre, je rappelle également que le Maroc a récemment mis en place l'assurance maladie obligatoire, qui n'a pas été donc instaurée avant. Alors le problème avec cette assurance maladie, j'allais dire peu importante, de 33,7%, ça majeure d'autant plus l'importance des paiements directs des ménages pour la santé, donc ce qui rend encore plus difficile l'accès de la population aux soins. Une pénurie notable des ressources humaines qualifiées, notamment dans le secteur médical, la faible exploitation des nouvelles technologies dans la santé est effectivement l'objet de ce webinaire et nous en parler. Les démarches qualité sont encore balbutiantes, le mode de gouvernance est encore ancien dans la plupart des structures hospitalières et bien sûr donc diverses autres problématiques. Alors, puisqu'on parle des techniques, plutôt des technologies de l'information, donc je vais profiter aussi pour vous faire un petit rappel donc, de la réalité des secteurs des technologies de l'information au Maroc. Alors, le secteur des technologies de l'information est désormais un des secteurs prioritaires de l'économie marocaine, au vu de sa contribution potentielle en termes de développement humain et économique, notamment avec le projet structurant Maroc numérique. Alors, le Maroc a également réalisé récemment des progrès substantiels dans le développement de la recherche et développement. Tout d'abord, les partenariats avec des universités et des laboratoires étrangers se sont multipliés, et ce qui démontre d'ailleurs la crédibilité acquise par le Marocain au niveau international. Des chercheurs marocains dirigent actuellement des équipes de recherche et développement dans des domaines d'avenir, comme la microélectronique, les biotechnologies, les nanotechnologies et ce au niveau international. Et aussi, un fonds de soutien à l'innovation technologique a été créé. Alors, chose importante pour le souligner, et d'ailleurs c'est une fierté pour nous tous, le Maroc est l'un des rares pays reconnaissant l'informatique médicale comme étant une spécialité médicale à part entière, reconnue d'ailleurs par l'Ordre national des médecins. Alors, contrairement à d'autres pays où l'informatique médicale ne peut être accédée que via, par exemple, donc, des programmes de master ou des programmes de doctorat, l'informatique médicale au Maroc est une spécialité accessible par le concours
spécialité, ce qu'on appelle ici au Maroc le concours de résidana. Donc c'est une formation de 4 ans après le doctorat en médecine qui vous délivre donc le titre donc de spécialiste en informatique médicale. Le Maroc dispose également d'une couverture télécom très dense, y compris les accès à haut débit et l'Internet mobile qui demeurent quand même financièrement accessibles avec des forfaits un petit peu comme ce qu'on peut voir en France. L'avènement de la 4G est également annoncé pour bientôt. Et nous avons aussi dernièrement vu l'émergence de plusieurs structures gouvernementales dédiées. Alors par exemple, la CNDP. Alors la CNDP c'est un petit peu l'équivalent de la CNIL française, la Commission nationale informatique et liberté. Alors CNDP au Maroc c'est la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel. Donc vu un petit peu l'importance du Maroc comme zone offshore, c'était donc tout à fait naturel de mettre en place des structures comme ça à même de garantir la confidentialité et l'intégrité donc des données au niveau des systèmes d'information. Alors, concernant l'aspect particulier des nouvelles technologies de santé au Maroc. Alors, au Maroc, sans grande surprise, l'exploitation de l'outil informatique dans le domaine de la santé demeure plutôt modeste. Alors, le premier douloureux constat, c'est que la plupart des hôpitaux ne disposent pas du tout d'un système d'information hospitalier, ne serait-ce dans sa forme la plus anecdotique, la plus infime. La majorité également des structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées, informatisées, ne le sont en fait que partiellement. En fait, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on pouvait voir en France avant l'avènement du PMSI, du programme de médicalisation du système d'information. Eh bien, ce qu'on peut constater au niveau des structures hospitalières, donc soi-disant informatisées, nous constatons qu'en fait, il y a une nette prédominance des aspects financiers et administratifs au détriment, donc, j'allais dire, de l'aspect métier. On ne trouve pas du tout, donc, le dossier patient informatisé, par exemple. L'informatique au sein des cabinets libéraux est encore pire, donc c'est anecdotique et se limite souvent à des solutions de gestion et de facturation des honoraires, d'autant plus qu'au Maroc, il n'y a pas encore de télétransmission, j'allais dire, donc des actes par exemple à des organismes assureurs, donc d'où une informatique qui est restée assez marginale. Et puis, un autre constat, c'est que les solutions déployées sont souvent peu respectueuses des standards. Elles sont peu communicantes, mais également peu évolutives, notamment au sein des petites structures privées qui sous-traitent ces activités à des entreprises non spécialisées qui n'ont pas forcément, j'allais dire, le savoir-faire pour l'informatique médicale. Alors ici, je me suis juste permis rapidement donc, de rappeler l'intérêt des standards de communication. Donc si nous avons un logiciel A et un logiciel B qui ont été conçus par deux, j'allais dire, entreprises ou deux concepteurs différents, eh bien, à moins d'utiliser donc des standards donc, de communication, notamment le protocole l'HL7, le protocole DICOM pour l'imagerie, l'HPRIM, qui est un petit peu maintenant donc, en retrait face à l'HL7 et des protocoles un peu plus génériques comme l'XML, eh bien, les propriétaires ne dépassent pas les barrières. Et le plus souvent, donc, vos données peuvent rester malheureusement donc prises en otage au sein d'une solution qui ne peut pas évoluer, et c'est effectivement le cas de quelques solutions déployées notamment dans le secteur privé. Alors, comment expliquer ce constat donc, de faible pénétration donc, des systèmes d'information en santé? Alors, au Maroc, la prise de conscience de l'apport des nouvelles technologies de l'informatique médicale a été relativement tardive. L'offre nationale également, en termes de solutions locales, est rare. La plupart des solutions actuellement disponibles, notamment dans le cadre des solutions hospitalières, sont importées donc, depuis les pays européens, notamment la France, donc de par le caractère francophone de la médecine au Maroc, et bien entendu, elles sont facturées à prix fort pour des motifs que l'on déduit et que nous aurons l'occasion donc de revoir tout à l'heure. Alors, il faut dire aussi que peu d'entreprises donc dédiées aux nouvelles technologies se sont intéressées au créneau médical au Maroc, au créneau de la santé. Même constat également pour les universités, les grandes écoles d'ingénieurs, les écoles techniques. Alors moi-même, pendant ma carrière précédente au niveau du CHU de Rabat, j'ai eu donc le plaisir d'encadrer plusieurs jeunes ingénieurs qui étaient d'ailleurs très motivés par l'informatique médicale, mais malheureusement, faute de débouchés directs, eh bien, la plupart donc, de ces ingénieurs préfèrent après se dédier, j'allais dire, à des secteurs un peu plus lucratifs, le secteur bancaire, etc. Les particularités marocaines sont également un facteur qui peut expliquer ce constat. En effet, contrairement par exemple à la France où nous avons la tarification à l'acte, au Maroc nous avons encore une facturation forfaitaire. D'accord? Nous avons des référentiels qui ne sont pas forcément les mêmes référentiels internationaux et donc du coup, cela impose des adaptations conséquentes des solutions importées, ce qui majore encore plus le prix de ces solutions quand encore on peut les installer et les exploiter. Finalement, les budgets d'investissement dédiés aux nouvelles technologies sont clairement en deçà des besoins
ce qui impose des fois malheureusement des échelonnements sur plusieurs années. Par exemple, les marchés publics au Maroc, eh bien, nous ne pouvons pas aller au-delà de 3 ans d'exécution, des délais d'exécution, et donc ce qui retarde de facto encore la mise en place des projets ici au sein des établissements hospitaliers, donc des échelonnements donc très espacés et donc des délais imposant donc un travail de longue haleine pour la réussite donc des projets ici au niveau donc des systèmes donc du domaine médical. Alors, comme je l'avais précisé lors de l'introduction, l'idée également de vous parler donc d'une alternative qui peut être intéressante, c'est l'alternative open source, l'alternative libre. Alors, la richesse de la Logitech libre et de son système de licence non contraignant, basé majoritairement sur la licence GPL, peut faire du modèle open source une alternative intéressante pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé au Maroc, notamment pour le volet système d'information. Alors, pour les besoins de ce webinaire, donc j'ai essayé de vous lister les solutions libres ainsi que les projets dérivés qui ont été exploités avec plus ou moins de succès au niveau national, donc bien sûr dans des établissements de santé. L'objectif est de partager ces expériences, donc, notamment donc, pour les pays voisins donc, qui peuvent connaître donc, un contexte plus ou moins similaire, mais aussi de sensibiliser donc, au maximum l'auditoire à cette alternative qui, selon le contexte, peut effectivement se révéler très pertinente. Bien sûr, pour éviter toute atteinte à l'image de marque d'un organisme ou toute information à connotation publicitaire, donc je ne vais pas citer les identités donc des sociétés et des structures intéressées, donc je vais parler en généralité, donc afin de partager surtout l'expérience. Alors, au Maroc, quels sont les différents critères généraux donc des choix des technologies adoptées? Eh bien, au Maroc, donc, et je suppose que c'est le cas donc, de la plupart des autres pays, nous avons donc tout d'abord le critère de fiabilité. Autrement dit, donc, les technologies que nous mettons en place sont tout d'abord des technologies avec suffisamment de recul, des technologies qui ont fait leurs preuves dans divers domaines d'application, pas forcément le domaine médical. Ensuite, le deuxième critère, et je pense que c'est un critère qui découle de source, c'est le critère de la sécurité. Donc c'est opter aussi pour une technologie qui garantit la sécurité, mais aussi la confidentialité des données, d'autant plus que nous œuvrons dans le cadre donc, des données patients, donc avec ce que cela implique en termes de respect du secret professionnel, du secret médical bien entendu. Et finalement, l'accessibilité, autrement dit une technologie qui peut être facilement implantable, mais surtout à coût donc raisonnable. Bien entendu, donc on commencera bien sûr par le critère de fiabilité, suivi du critère de sécurité et du critère d'accessibilité. Ce sont les critères qui ont été adoptés majoritairement pour le choix des différents outils. Alors, un petit rappel donc, sur l'open source et le code source. Alors, c'est quoi un code source? Donc, j'ai toujours l'habitude de comparer le code source à une recette de cuisine. Quand on va dans un restaurant et lorsque l'on commande un plat, on ne connaît pas forcément donc, la recette, eh bien, le code source, on peut dire, donc, grosso modo, que c'est la recette du logiciel à partir de laquelle on peut obtenir donc, le produit fini. Donc, c'est un ensemble d'instructions informatiques humainement compréhensibles qui permettent d'obtenir le logiciel finalisé après sa compilation. Alors, quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que le code source n'est bien entendu pas toujours fourni avec le logiciel définitif. Il revient, en fait, parce que fournir le code source revient à documenter la conception du logiciel, ce qui n'est pas toujours souhaité, bien entendu, donc par les éditeurs des logiciels dans un souci concurrentiel, dans un souci également de secret industriel. Et la notion de code source permet de classer les logiciels dans ceux fournis sous licence open source. Bon, là c'est juste un petit rappel également, donc une analogie avec un médicament. À partir, par exemple, de la structure moléculaire, nous pouvons obtenir le médicament fini. La même chose, donc à partir des codes sources, on peut obtenir le logiciel, mais donc à moins de faire du reverse engineering, qui sont quand même des techniques illégales, le plus souvent il est impossible, à partir d'un logiciel fini, donc de revenir en arrière et d'avoir le code source, à moins qu'on l'ait donné. Alors, j'ai également, donc pour les besoins de ce webinaire et également pour expliquer un petit peu ces notions-là, donc j'ai aussi proposé une petite classification toute simple des logiciels. Donc on peut classer les logiciels selon plusieurs critères. Le critère de disponibilité du code source justement, les droits de modification, les droits de revente et la gratuité. Et nous avons ce petit tableau. Alors effectivement, donc selon le fait est-ce que le code source a été fourni ou pas, est-ce que nous ne pouvons pas modifier, est-ce que le logiciel fini, est-ce que nous pouvons le redistribuer et est-ce qu'on peut également l'obtenir de manière gratuite, eh bien nous avons donc les gratuitiels, les logiciels gratuits pour lesquels on ne peut rien modifier mais qui sont quand même distribués gratuitement. Nous avons également les partagiciels, plus connus sous l'anglicisme shareware, donc qui nous permettent en fait donc d'obtenir des logiciels propriétaires à code fermé, donc le temps de les essayer le plus tôt ou alors dans des versions un petit peu limitées en termes de fonctionnalités. Des logiciels propriétaires, donc les logiciels que l'on utilise le plus souvent, des logiciels acquis à code source fermé. Et puis, nous avons des logiciels libres, donc pour lesquels le code source est fourni, pour lesquels la modification est autorisée.
Le système libre donc, nous permet un certain nombre de libertés. Alors, c'est la liberté d'utiliser l'application sans restriction, la possibilité également de l'étudier et de l'adapter en fonction des besoins, la possibilité de redistribuer de manière illimitée cette application, y compris les modifications que vous avez faites afin que la communauté puisse en profiter, et puis aussi, bien entendu, la possibilité d'améliorer le logiciel. Alors ces libertés sont garanties par la plupart des licences libres, notamment la licence GPL, donc, qui régit un certain nombre donc, de systèmes libres. Alors, rapidement, et en guise d'introduction par rapport donc, à la prochaine partie, donc quel est l'intérêt des logiciels libres? Eh bien, je ne vous apprends rien quand je vous dis que, tout d'abord, le système open source permet le développement en mode coopératif. Autrement dit, si plusieurs utilisateurs veulent travailler avec la même solution, eh bien, chaque utilisateur, chaque petite partie de la communauté peut travailler uniquement sur une partie qui l'intéresse et après mutualiser un petit peu donc, les efforts. Et c'est grâce à ce développement en mode coopératif des logiciels que nous pouvons maintenant constater des succès très francs. Donc, par exemple, la distribution Linux, les serveurs Apache, etc. Donc plusieurs solutions donc, qui sont déployées un petit peu partout dans le monde. Ce sont en général des logiciels moins exigeants en ressources, qui n'ont pas forcément besoin de la dernière machine, dernier cri afin de la faire tourner. Ce sont également, et ça c'est très important notamment dans le cadre des logiciels médicaux, ce sont des logiciels sécurisés et révisables. Alors, avec donc, la plupart des nouveautés que nous avons vues par exemple dans les médias comme le scandale Prism, etc., eh bien, actuellement, le fait de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe au sein d'une application devient de plus en plus important. Alors, les logiciels open source étant des logiciels à code source fournis, eh bien, nous pouvons effectivement les décortiquer pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur, contrôler un petit peu les processus internes. Donc, ce sont des logiciels sécurisés, des logiciels révisables. Donc, c'est une notion qui est complètement opposée à la logique dite de boîte noire qui règne en fait dans les logiciels propriétaires et pour lesquels on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui se passe. La pérennité a été également assurée a posteriori. Nous avons ici au Maroc vécu des exemples très tristes en fait de sociétés qui ont mis en place des systèmes d'information plutôt intéressants, mais malheureusement, donc, ces sociétés-là n'ont pas eu la viabilité économique requise et ces sociétés ont fait faillite et ont disparu. Et malheureusement, donc, plusieurs petites cliniques ont souffert donc, de ces disparitions pour la simple raison que leurs données ont été, j'allais dire, prises en otage au sein de ces applications sans réel suivi. Alors, le système open source, donc, il permet donc une pérennité via le code source. La société, par exemple, qui vous a développé ce produit peut effectivement disparaître, mais du moment que vous détenez le code source, eh bien, vous pouvez repasser le flambeau à une autre société, une autre entreprise qui pourra se charger en fait donc de continuer le développement et d'assurer donc une maintenance pour vous. Les logiciels libres sont en général basés sur des formats ouverts et standards. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé donc, de la problématique du non-respect de ces standards. Donc la plupart des logiciels open source donc, documentent bien les standards exploités. Ce sont pour le plus, pour la plupart des logiciels actuels, ce sont des logiciels multiplateformes. Donc on peut les exploiter sur des interfaces web, sur des clients Windows, Linux, macOS. Les coûts d'acquisition, il est réduit voire nul. En fait, on ne dépense pas en licence, on dépense surtout en service, en support. Bien entendu, de par le système open source, les licences d'exploitation sont illimitées. Ça permet de valoriser les compétences locales et en même temps, c'est un système commercial nouveau qui est basé sur une notion de prestation de services. Alors, les systèmes d'information hospitaliers. Alors, je rappelle que les systèmes d'information hospitaliers font partie intégrante des écosystèmes informatiques dans les structures de soins, que ce soit des hôpitaux, des cliniques, des centres hospitaliers universitaires. Alors, donc, ils doivent cerner tous les aspects fonctionnels de la structure, depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la sortie du patient, tout en s'interfaçant avec des systèmes tiers. Alors, ici au Maroc, nous avons la particularité de considérer deux systèmes comme faisant partie des systèmes tiers. C'est notamment le cas des systèmes d'information de laboratoire et des systèmes d'information de radiologie que nous considérons ici comme étant des systèmes d'information médico-techniques. Donc, ça peut paraître un petit peu paradoxal puisque tout communique, mais voilà, donc pour nous, les systèmes d'information, j'allais dire hospitaliers, sont surtout les systèmes qui sont articulés autour du dossier patient proprement dit, avec la partie médicale. Alors, l'enjeu, bien sûr, n'est pas uniquement technologique quand on parle des systèmes d'information hospitaliers. Donc, la maîtrise des circuits des patients, les particularités de la structure à prendre en considération, la nécessité donc de la conduite du changement et l'exercice du prestataire sont bien entendu des enjeux déterminants, ainsi bien entendu que l'accompagnement à l'intérieur du projet par des équipes dédiées. Alors, par rapport à la réalité locale, les systèmes d'information hospitaliers au Maroc sont le plus souvent déployés tardivement.
ce qui engendre des difficultés supplémentaires liées à l'aspect humain. Donc le rejet, le manque d'adhésion, la résistance au changement. Cette résistance peut être soit de bonne foi, donc c'est la résistance naturelle au changement, soit malheureusement aussi de mauvaise foi, donc c'est qui dit système d'information dit plus de contrôle, donc répression des fraudes, dit audit, etc. D'accord. Ça peut être également donc des difficultés d'ordre managérial, des difficultés d'ordre technique. Malheureusement, d'ailleurs j'avais fait l'expérience avant à Rabat, quand nous voulons mettre en place donc un système respectueux des standards et tout, et que vous avez déjà malheureusement un passé qui vous précède, constitué donc de systèmes un petit peu archaïques et non respectueux des standards, malheureusement c'est très difficile de convaincre les anciens utilisateurs d'abandonner leur système. Donc ils préfèrent un ancien système auquel ils sont habitués, malgré le fait que ce système-là donc ne soit pas respectueux des standards, ne présente pas véritablement, j'allais dire, des avantages d'évolutivité. Et vous voulez mettre en place donc un système donc respectueux des normes. Et donc malheureusement ça passe pas toujours bien. Donc vous êtes obligé dans ce cas-là de bricoler des interfaces qui ne sont pas du tout élégantes, au lieu donc d'utiliser des standards d'échange parce que tout simplement vous avez un héritage qui n'est pas respectueux des standards. Ou encore ça peut aussi être des aspects financiers comme par exemple la difficulté de justifier un nouvel investissement auprès donc des financiers. Alors, concernant la réalité des SIH déployés au Maroc, alors, faute de produits locaux, alors, les quelques établissements de santé marocains qui ont fait l'acquisition d'un système d'information hospitalier ont dû opter pour des systèmes européens, notamment donc, des systèmes francophones, avec plus ou moins de succès. Alors, voici un petit récapitulatif des retours d'expérience les plus intéressants que j'ai pu constater. Alors, dans certaines cliniques, il faut dire que les modules sont trop. Et là, je suis en train de parler des systèmes d'information hospitaliers importés, donc propriétaires. Donc, les modules centraux sont parfois totalement inexploités. Par exemple, le module dossier patient, qui représente quand même, j'allais dire, le cœur du métier, n'a pas du tout été exploité dans certaines cliniques, malgré le fait qu'il a été payé à prix fort. Alors, et ce qu'on peut constater malheureusement, c'est que seuls certains modules, j'allais dire, à connotation donc financière, etc., notamment les modules d'admission et les modules de facturation, ont été exploités réellement. D'accord. Et encore, sont, j'allais dire, une exploitation à 100% donc, des possibilités offertes par les systèmes d'information. Comme je viens de le rappeler, les interfaçages avec les systèmes tiers n'aboutissent que très rarement, notamment avec deux systèmes d'information qui sont très utilisés ici au Maroc, les systèmes d'information de laboratoire et les systèmes d'information de radiologie. À ce titre, je rappelle que le Maroc, que des entreprises marocaines ont pu mettre en place ces systèmes-là, qui ont même obtenu la certification CE, qui se vend d'ailleurs très bien. Et malheureusement, ces interfaçages se résument donc à de douloureux jeux d'importation et exportation, qui sont en fait, j'allais dire, des manières peu élégantes donc d'assurer de l'interopérabilité et des échanges. Les traductions également incomplètes des interfaces. Alors, par exemple, nous pouvons avoir des systèmes, on le voit à l'exploitation, donc quelques interfaces n'ont pas été traduites, et notamment la problématique de langue arabe qui n'est pas prise en charge nativement. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Bien entendu, le Maroc est un pays arabe, mais la médecine, effectivement, est une médecine, j'allais dire, largement francophone. Alors, ceci dit, pour des besoins, par exemple, administratifs, lorsqu'on fait une recherche au niveau de la base de données des patients, lorsque nous avons un ancien patient qui revient, eh bien des fois c'est un patient qui peut revenir sans sa pièce d'identité. Et là, il faut dire que la retranscription des noms arabes en caractère latin, donc est une retranscription somme toute, j'allais dire, approximative. Mon propre nom, par exemple, s'écrit avec un O à la fin, avec deux O à la fin, etc. Et donc, c'est ce qui nous a poussé effectivement des fois à vouloir utiliser carrément, j'allais dire, l'alphabet arabe pour pouvoir faire des recherches au sein des systèmes d'information. Alors, bien entendu, la plupart des systèmes importés ne gèrent pas du tout cette fonctionnalité. Alors, il y a également une problématique d'adaptation lente des processus logiciels au processus métier marocain. Bien sûr, ce ne sont pas forcément des processus fondamentalement différents des processus européens, donc comme n'importe quel pays, donc le circuit patient commence par une prise de rendez-vous et s'achève par une sortie, mais nous avons quand même donc des microprocessus qui sont un petit peu différents, qui sont tributaires, donc j'allais dire, donc des réalités locales. Alors malheureusement, quand vous importez un produit étranger et que vous souhaitez l'installer, eh bien, donc vous demeurez tributaire des équipes de développement étrangères. Déjà, est-ce qu'ils ne voudront pas donc faire des changements radicaux donc au sein de leur module pour vous? Donc il faut que ce soit, j'allais dire, financièrement intéressant pour eux. Et puis en même temps, même si des fois certaines entreprises étrangères
elles prétendent s'être implémentées au Maroc, notamment pour des services de proximité, eh bien ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, c'est toujours en fait des équipes commerciales qui sont installées au Maroc à des fins de représentativité, notamment pour pouvoir participer à des appels d'offres étatiques, etc. Mais malheureusement, la plupart du développement donc reste toujours centralisé au niveau donc du pays d'origine. D'accord? Alors, qui dit également importation de produits étrangers dit aussi coût de la maintenance très élevé, donc que ce soit facturé en jour homme, les déplacements, bien sûr, les frais de vie donc des expatriés, etc. Donc du coup, ce sont des systèmes dont la maintenance coûte extrêmement cher. Et puis également, le coût d'acquisition est souvent rédhibitoire. Donc les licences d'exploitation sont le plus souvent calculées sur la base de l'activité ou de la capacité litière, d'accord? Ce qui peut effectivement donc obliger donc à un réinvestissement en cas de croissance, en cas de développement, en cas d'extension par exemple de ces structures-là. Donc ce sont la plupart des difficultés, on va dire majeures rencontrées par les cliniques, donc qui ont fait le choix donc d'importer donc des systèmes étrangers. Et maintenant, donc, si vous permettez, je vais également vous parler un peu de l'expérience du libre concernant les systèmes d'information au Maroc. Alors, les expériences marocaines sur les systèmes d'information libre sont assez récentes. Donc, ça doit dater donc, de 2 ou 3 ans. Alors, au vu des spécificités locales, aucun système ne peut être déployé et mis en production dans sa version initiale telle que, par exemple, obtenue après suite à un téléchargement. En effet, les possibilités de paramétrage intégrées ne peuvent souvent pas répondre aux besoins de customisation désirés. Autrement dit, vous avez beau par exemple télécharger Mediboard qui est un système gratuit, open source, mais malheureusement, ces capacités de customisation, donc à notre sens, ne sont pas suffisantes par exemple pour instaurer ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple la recherche phonétique floue pour la langue arabe. Alors, les déploiements effectués à présent se sont basés majoritairement, donc sans surprise, sur le logiciel Mediboard, qui est très en vogue ici au Maroc, avec deux approches différentes que j'aimerais bien vous exposer. Alors, la première approche est de maintenir la structure de base de la solution, d'accord, et y apporter des modifications, le plus souvent sous la forme de modules, qu'on va greffer, donc des greffants, sans essayer de bouleverser le noyau de la solution. L'idée, bien entendu, étant de profiter donc des évolutions futures de la solution. Donc, si on ne touche pas le noyau, on peut profiter effectivement donc des évolutions futures, mais aussi profiter, pourquoi pas, donc de la maintenance et d'un support qui peuvent être soit assurés à titre payant par les sociétés, éditrices, derrière Mediboard, ou alors de la communauté libre. D'accord? Alors, le deuxième cas de figure également qui a été ici expérimenté au Maroc, c'est une refonte complète de la solution, en réécrivant son code et en l'apportant sous d'autres plateformes de développement, notamment le langage Java, donc c'est l'expérience que je vais vous exposer, donc au lieu du PHP, tout en exploitant donc la version initiale tout de même pour le paramétrage de la solution finale. Autrement dit, lorsqu'un client est intéressé, donc on peut mettre en place une solution Mediboard standard, donc en PHP MySQL, afin de recueillir donc le paramétrage via quelques modules, afin qu'on puisse également vérifier, la convergence entre les besoins et entre les fonctionnalités donc offertes dans la version de base, et ensuite ce n'est qu'après par exemple qu'on peut passer au développement donc d'une solution faite sur mesure en se basant sur l'historique. Alors, là, je vais vous exposer donc le retour d'expérience par rapport à la première approche. La première approche, je le rappelle, celle qui consiste en fait à maintenir la structure telle qu'elle et à ajouter donc des greffes. Alors, tout d'abord, les déploiements basés sur le noyau central de la solution dans certains hôpitaux publics et dans quelques petites cliniques privées a été naturellement plus simple et rapide, bien entendu, puisque le noyau et la solution est plus ou moins cohérente. Mais il faut noter quand même quelques contraintes et quelques problèmes qui ont été vécus. Alors tout d'abord, la contrainte du respect du workflow tel que proposé dans la solution initiale. D'accord? Mais qui peut bien entendu différer des flux hospitaliers rencontrés dans la pratique marocaine, notamment dans le cadre d'établissements hautement spécialisés. Par exemple, des cliniques spécialisées en oncologie, des cliniques spécialisées en pédiatrie n'ont pas forcément le même workflow. Notamment, c'est le cas de l'oncologie avec une prise en charge très transversale des patients donc, atteints du cancer. Et donc, ce sont des workflows qui ne sont pas forcément adaptés donc, à la solution Mediboard à l'origine. Le deuxième souci, c'est les soucis d'interdépendance entre modules.
Alors déjà, ce sont des soucis qu'on a pu rencontrer même dans les versions de base de Mediboard avant donc de procéder à des mises à jour et à des petits correctifs, mais également, notamment en cas de mise à jour partielle. Autrement dit, vous avez des modules qui répondent parfaitement à vos besoins, donc vous ne souhaitez pas les modifier, mais par contre, il se peut que vous ayez donc besoin de modifier tel ou tel module. Après, vous vous retrouvez donc avec beaucoup de problèmes donc de dépendance, de communication entre ces modules-là, d'autant plus que si vous êtes vous-même donc à l'origine d'un module. Alors, certains connecteurs propriétaires, il faut le dire, ne sont pas forcément sous licence GPL au sein de Mediboard, ce qui complique davantage les travaux d'interconnexion avec l'informatique préexistante et la nécessité bien sûr de passer par un support le plus souvent payant ou alors de recourir à des connecteurs tiers open source développés avec plus ou moins de succès. Les customisations et les adaptations ne peuvent pas être effectuées en profondeur. Pourquoi? Donc au risque, comme on a dit, de se voir privé de la compatibilité ascendante avec les évolutions futures du noyau. Donc quelque part, vous avez donc les avantages de la solution, mais également vous héritez des inconvénients et vous êtes, j'allais dire, soumis donc aux évolutions, donc au roadmap également de la solution. Et si vous ne désirez pas cela, eh bien vous êtes cantonné à rester avec votre version actuelle, qui peut être buggée, qui peut être effectivement, j'allais dire, fragile. Alors, à ce jour, cette stratégie a été mise en pratique dans quelques cliniques privées uniquement, pour lesquelles des modules spécifiques ont été développés. Il s'agit surtout donc des modules facturation, des modules pharmacie, et donc je précise, ces modules ne sont pas forcément open source, en fait ce sont des modules propriétaires qui ont été greffés à la solution globale. Alors, concernant la deuxième approche, l'approche qui consiste à un redéveloppement donc de novo en s'inspirant un petit peu, j'allais dire, donc de la solution originelle, mais également en essayant un petit peu donc de profiter donc de ce qui a été fait, eh bien la refonte complète de la solution a été entreprise afin de développer un premier système d'information hospitalier marocain complet, adapté au secteur public, mais pouvant également être transposé et porté au secteur privé, moyennant quelques adaptations supplémentaires. Donc la solution a été conçue pour un fonctionnement multisite, donc dès l'origine, la rendant particulièrement intéressante pour des groupements hospitaliers, donc, et notamment des structures, j'allais dire, assez consistantes comme les centres hospitaliers universitaires au Maroc. Cette solution donc, a également été pensée pour le support complet dès l'origine, par exemple, de la langue arabe, et supporte également les recherches floues basées sur la retranscription phonétique. Alors, le développement de cette solution est toujours en cours. Donc il n'a toujours pas été finalisé, mais donc aux dernières nouvelles, donc avant que je quitte l'ancienne structure où j'étais, donc on était donc à 3 mois, donc avant la finalisation donc, de ce projet-là, en tout cas la finalisation du développement. C'est quand même un projet étalé sur 36 mois, mais les premiers modules ont déjà été déployés, ils sont en cours de test. Alors, la couverture fonctionnelle de cette variante est plus importante et on va dire plus adaptée aussi au contexte marocain. Elle s'inspire bien évidemment des fonctionnalités standards qu'on peut retrouver dans la plupart des systèmes d'information, mais nous avons également quelques particularités, donc quelques captures d'écran. Donc ici vous avez par exemple une capture d'écran d'accueil, donc c'est une solution qui est full web. Donc ici, donc, par exemple, vous avez donc cette recherche phonétique dont je vous ai parlé, qui permet par exemple de rechercher donc via un alphabet, un clavier arabe intégré, qui permet donc de rechercher l'ancien patient. La notion d'IPP qui a été une première au Maroc, cette notion d'identifiant permanent du patient n'existe pas encore, faute d'avoir notamment une assurance maladie globale couvrant donc toute la population marocaine. Eh bien, nous n'avons pas un numéro, un identifiant de santé. Il faut encore le dire, malheureusement ça peut sembler anecdotique pour certains, mais au Maroc nous pouvons encore voir donc des patients qui n'ont même pas une carte d'identité nationale, parce que ce sont des personnes qui vivent en zone rurale et qui n'ont pas exprimé ce besoin-là d'aller par exemple s'inscrire, etc. pour avoir une carte d'identité. Et donc cette nécessité d'IPP s'est imposée d'elle-même et donc ça a été instauré. Alors, d'autres captures d'écran, ici par exemple la gestion des lits, nous avons fait donc des différences entre les lits libres, les lits vacants, les lits en quarantaine, etc. Donc c'est juste des captures d'écran pour insister sur le caractère épuré de la solution, sur son caractère aéré également. Ici, nous avons aussi donc des exemples, par exemple pour la gestion des antécédents allergiques, obstétricaux, chirurgicaux, par exemple du patient. Donc le codage SIM10 qui a été introduit. Et là encore, j'insiste aussi sur le fait qu'un médecin marocain
qui vient en fait de terminer son cursus n'est pas forcément un médecin qui a été sensibilisé à la problématique du codage. En effet, le codage médical, le codage des actes, le codage également, donc j'allais dire des maladies et des pathologies, n'est pas quelque chose d'enseigné en standard au niveau des facultés marocaines. Donc du coup, un gros travail effectivement de sensibilisation à la nécessité de codage a été entrepris, ce qui a compliqué d'autant plus donc ce déploiement de ce système d'information. Alors, au Maroc également, donc d'ailleurs ça c'est un module que nous avons proposé. Alors, la problématique du codage des actes est aussi une réalité. Au Maroc, nous utilisons toujours la vieillissante nomenclature générale des actes professionnels et nous faisons donc du lobbying afin que la classification commune des actes médicaux français soit adoptée. Donc, à ce titre et en tant que membre actif ayant travaillé avec la Commission nationale de nomenclature, donc nous sommes en train de prouver la faisabilité donc, du codage CCAM. Et au Maroc, nous avons fait un travail assez original, donc dans le cadre de ces déploiements-là, c'est de mettre en place donc, un serveur de terminologie multisource afin de réaliser un transcodage entre la CCAM et entre la NGAP. Bien entendu, ce transcodage n'est pas forcément donc, bidirectionnel dans la mesure où les actes CCAM sont plus nombreux que ceux de la NGAP, mais nous sommes en train de travailler avec des spécialistes, donc chacun dans son domaine, donc gynécologie, obstétrique, dermatologie, gastroentérologie, etc., afin de faire des tableaux de correspondance. L'idée est de pouvoir coder en CSAM au sein du système d'information pour avoir de l'information qui pourra être exploitée par la suite, pour faire un peu de data mining, pour faire un peu de recherche au sein des données. Et puis, pour des besoins malheureusement de facturation, et tant que c'est encore la NGAP donc, qui est de rigueur au Maroc, eh bien, nous utilisons donc, à la sortie donc, un transcodage en NGAP pour ce qui a trait à la facturation des actes. Alors, quel est le retour d'expérience par rapport à la deuxième approche? Eh bien, nous pouvons dénoter, donc, discuter de plusieurs difficultés. Tout d'abord, la conduite des projets SI. Alors, la conduite des projets SI, elle est peu maîtrisée dans les établissements publics, et notamment la méthodologie agile pose un problème particulier. En effet, cette méthodologie donc, de développement informatique, qui consiste en un cycle de développement court, exige une implication réelle de l'utilisateur final, qui est souvent incompatible avec ses obligations professionnelles quotidiennes. Alors ça, on peut le constater dans la plupart des hôpitaux. Eh bien, les professionnels de santé sont là avant tout pour soigner, ou du moins c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils conçoivent. Et malheureusement, donc ce ne sont pas des personnes qui sont forcément, j'allais dire, disponibles quand il s'agit de faire un paramétrage, quand il s'agit de faire donc des jeux de test. Les interfaces entre développeurs et utilisateurs finaux sont des interfaces très rares au Maroc, de par la rareté des profils du type informaticien médicaux ou encore des médecins informaticiens. Alors effectivement, le fait qu'un médecin puisse bien s'exprimer et exprimer ses besoins par rapport à l'informaticien de l'entreprise et inversement, c'est-à-dire si l'informaticien de l'entreprise veut exprimer, j'allais dire, des contraintes techniques à un médecin, eh bien c'est perdu d'avance. C'est effectivement la réalité ici au Maroc, donc de pouvoir effectivement assurer cette communication. Donc, faute d'entreprises spécialisées dans le domaine de l'informatique médicale, donc il y en a quelques-unes mais pas beaucoup, eh bien c'est effectivement très difficile donc de réussir ces interfaces-là. Et on sait très bien que c'est grâce à cela qu'on peut effectivement réussir ou tout simplement échouer dans le cadre d'un projet ici en informatique médicale. De même, la plupart donc, de ces structures qui ont fait le choix de cette stratégie ont été, j'allais dire, en partenariat directement avec la société et l'entreprise qui a fait le développement, mais ils ne se sont pas fait assister par une structure tierce, par exemple un bureau d'études, afin de vérifier la conformité, afin de pouvoir vérifier et discuter les choses stratégiques qui ont été faites. Et les hôpitaux qui ont fait ce choix-là donc l'ont fait de manière assez tardive, et donc du coup la plupart donc, des choix étaient déjà pris, donc, et c'était un petit peu difficile de revenir en arrière. Le modèle open source lui-même, d'ailleurs, est le plus souvent qualifié d'élitiste au Maroc, ou on peut également dire de contre-nature. Malheureusement, ça peut favoriser à tort, d'ailleurs c'est ce que j'ai expérimenté personnellement auprès de certains collègues, c'est le sentiment d'être dans un terrain d'expérimentation. Vous êtes en train de nous installer un produit gratuit, donc nous n'avons pas été valorisés. Pourquoi vous n'avez pas acheté le dernier produit que j'ai vu dans la clinique du coin? Est-ce que ces gens-là, ils ont plus de moyens que nous? Je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes, j'allais dire, des médecins de deuxième
catégories, etc. Donc ça peut faire sourire en effet, mais c'est des choses que nous avons vécues. Quand on vous dit c'est un produit open source, automatiquement ils pensent à un produit, j'allais dire, développé dans un garage, etc. Et ils ignorent que la plupart, par exemple, des sites qu'ils consultent au quotidien sont des sites hébergés sur des serveurs Apache. La plupart des bases de données exploitées au quotidien sont des bases de données MySQL ou Postgres, etc., qui sont open source, etc. Donc voilà. Donc déjà, c'est un utilisateur final qui est peu intéressé, d'accord. Il est déjà peu responsabilisé en même temps, donc il a cette conception un petit peu négative de l'open source. Concernant les besoins fonctionnels, alors les besoins fonctionnels dans les hôpitaux que j'ai pu visiter et pour lesquels aussi j'ai essayé un petit peu de proposer une assistance, ont été exprimés par plusieurs catégories de personnel, ce qui est somme toute logique. Hein. Dans un système d'information, il n'y a pas que les médecins, donc il y a le corps médical, paramédical et administratif, mais ce sont ce que nous avons constaté en fait, c'est des besoins qui n'ont pas forcément la même approche, ni la même conception, ni les mêmes priorités. Et malheureusement, le travail de consolidation n'a pas toujours été fait dans les règles de l'art afin de pouvoir prioriser donc certains aspects. D'ailleurs, et ça c'est aussi un constat qu'on peut voir dans la plupart donc, des cliniques et des hôpitaux au niveau national, ce sont la non-formalisation donc, des procédures. En effet, la plupart des procédures peuvent demeurer des procédures orales. C'est des procédures un petit peu apprises sur le tas au quotidien, mais il n'y a pas de réelle formalisation de ces procédures-là. Ce qui nécessite malheureusement des ateliers supplémentaires, donc avec les entreprises quand ils veulent passer à l'informatisation, en sus d'un cahier de charge qui finalement devient un cahier de charge anecdotique. Donc la plupart des cahiers de charge, on peut les assimiler à des cahiers de charge on peut les assimiler à, j'allais dire, des roadmaps, hein, des feuilles de route, donc avec de grandes orientations. Donc par exemple, on veut que la gestion des listes se déroule de cette façon. Mais par contre, la procédure elle-même, des fois, ne peut être, j'allais dire, formalisée que lors des ateliers. Donc du coup, les délais sont plus importants, les coûts sont plus importants, et finalement, donc, ces écarts notables avec le cahier de charge d'origine sont supportés par les entreprises déjà en difficulté. Alors, toujours dans le cadre de cette deuxième approche, et dans le cadre de ces retours d'expérience que nous avons vécu ici au niveau marocain, c'est le développement de nouveaux oblige, les périodes de décès et de qualification ont été extrêmement longues, et la mise en production n'a toujours pas été démarrée. La nécessité également de qualifier les connecteurs avec les systèmes tiers dont on a parlé, d'autant plus que les systèmes tiers qu'on rencontre, donc ce sont des systèmes qui sont quand même respectueux des standards, notamment le protocole HC7 et la norme DICOM. Et donc du coup, quand vous venez avec un système d'information développé avec un nouveau langage, automatiquement vous ne profitez pas des connecteurs qui existent par exemple nativement au sein du Mediboard en version PHP. Donc du coup, vous avez la nécessité de qualifier ces connecteurs avec les systèmes, de vérifier le respect des standards, d'autant plus que les éditeurs des autres solutions vont vous faire porter la responsabilité en cas de dysfonctionnement. D'accord ? Le mode de déploiement progressif également qui a été adopté mérite de s'y attarder. En effet, si on prend l'exemple d'un CHU avec plusieurs hôpitaux, eh bien le déploiement ne peut pas se faire d'un seul coup. Donc le déploiement se fait surtout donc, de manière progressive, donc site par site et module par module. Mais malheureusement, cette approche qui découlait donc d'une logique ESN a engendré des retards considérables. Pourquoi ? Parce que chaque site essayait d'orienter un petit peu le développement en cours selon ses objectifs et essayer également d'imposer ses spécificités, notamment quand il y avait, malheureusement il faut le dire, donc des contacts un peu trop directs, j'allais dire entre les équipes de développement et entre les clients finaux, sans passer forcément par l'équipe en charge du projet. Alors, l'intégration également des référentiels marocains était très complexe. La plupart des formats informatiques sont inexploitables. Quand vous voulez par exemple télécharger la NGAP marocaine pour pouvoir l'exploiter, eh bien elle se trouve sous forme d'un fichier PDF, peu ou mal structuré, vous êtes obligé de le repasser à la moulinette, de faire un petit développement afin d'extraire les données, afin de pouvoir les intégrer donc à votre base de données. Idem par exemple pour le référentiel des médicaments, pour les référentiels donc de la liste des médicaments génériques, etc. Donc des besoins de ressaisie, le non-respect également des canevas imposés par les entreprises quand ils les donnent par exemple aux équipes chargées de projet. Par exemple, voilà, donc on souhaiterait que vous puissiez ici nous donner le nom par exemple des médecins, etc. Et automatiquement, c'est un petit peu comme ce que nous avons vu dans les cours du Master ISIS par rapport donc j'allais dire aux formes normales, par rapport un petit peu aux structures des bases de données, eh bien, les utilisateurs ne respectent pas du tout les canevas que vous leur donnez. Donc, professeur est écrite des fois avec PR, des fois professeur en toutes lettres, des fois on met des abréviations, etc. Et donc, du coup, c'est un travail supplémentaire donc, pour faire du data cleaning. Il y a également la nécessité de transcodage des référentiels à l'autre, comme on l'a dit, donc l'histoire donc, du transcodage entre SSM et la GAP, qui n'a toujours pas été finalisée, donc suite aux intérêt de certains professionnels de santé, mais donc on essaie quand même donc, de faire avancer les choses. Alors les délais de formation ne sont pas négligeables.
Nous sommes en train de parler donc de la réalité marocaine. Nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, des administrateurs qui n'ont jamais touché un ordinateur ni encore manipulé une souris. Donc non seulement les formations sous-entendent une formation de base par rapport à l'outil informatique, d'accord, mais également nous avons aussi une formation spécifique par rapport aux produits. Le problème, c'est également l'hétérogénéité des profils. Donc vous avez des médecins calés en informatique et des médecins qui le sont moins, mais vous avez également d'autres profils. Vous devez former des médecins, vous devez former donc des agents administratifs, vous devez former des infirmiers, vous devez former des hôtesses d'accueil, etc. Et donc du coup, c'est plusieurs ateliers, plusieurs, j'allais dire, séances de formation, donc, et des plans de formation qui sont consistants, hétérogènes et surtout chronophages. Les coûts de développement sont assez élevés, malgré l'approche open source et des coûts qu'il faut prendre en considération, et ce sont des coûts également qui sont supportés par peu de clients finaux. D'accord? L'entreprise qui est en train de faire, par exemple, ce développement le fait pour une structure. Elle ne le fait pas pour 20 structures. D'accord? Et donc, du coup, ce coût va être finalement supporté par une seule entité à la fin. Et finalement, la question en toute légitimité doit se poser, est-ce qu'on peut encore parler d'une refonte d'un système ou est-ce que c'est un développement de nouveau qui n'a d'open source ou plutôt de Mediboard que le nom? En effet, le produit final c'est bien entendu fortement inspiré du produit d'origine, mais à mon humble avis, on ne peut pas le considérer comme étant, donc j'allais dire, un dérivé du logiciel original. En fait, c'est effectivement un nouveau développement de nouveau. Alors, malgré j'allais dire, ce tableau un petit peu sombre, il y a quand même, bien sûr, des avantages. Donc, par rapport à cette approche-là, qu'on peut éventuellement donc, soumettre à débat tout à l'heure, si vous permettez. Tout d'abord, c'est le fait de bénéficier d'un support de proximité, d'un développement sur mesure à coût raisonnable. D'accord. L'idée aussi, c'est de développer un produit national qui est basé quand même sur les standards et respectueux également des normes, tout en garantissant la pérennité et l'interopérabilité de la solution à long terme grâce au modèle libre qui nous affranchit de la dépendance vis-à-vis donc d'une entreprise. L'idée aussi, c'est de proposer une solution modulaire qui peut permettre un déploiement progressif en fonction des besoins et des capacités donc, du client. L'idée également est de couvrir tous les besoins fonctionnels des établissements de soins marocains. La solution développée, comme vous avez vu dans les captures d'écran, offre une interface plutôt simple, plutôt épurée et dynamique, jugée plus conviviale par des utilisateurs finaux, et qui reprend l'identité et la charte graphique, par exemple, de l'établissement cible. Elle permet aussi, cette approche, de poser les bases d'une offre système d'information médical marocain global qui vient compléter, comme je vous ai dit, les solutions locales existantes, par exemple le système d'information de gestion de laboratoire, le système d'information de radiologie, etc. Alors, conjointement, en dehors des systèmes d'information hospitaliers, plusieurs établissements de santé marocains ont déployé des solutions libres exploitées au quotidien. Par exemple, les groupeurs, les logiciels de travail collaboratif. Par exemple, le système e-grouper couplé au serveur de messagerie LibreHME Server est exploité massivement au Maroc dans sa version communautaire. Ça permet de gérer, pour ceux qui ne disposent pas encore d'un système d'information, les rendez-vous des patients, les agendas partagés du personnel soignant, la messagerie électronique, ainsi que le partage de fichiers en ligne, tout en l'interfaçant avec des systèmes tiers, par exemple le système de gestion documentaire Alfresco. Des systèmes libres de webconférence, comme DimDim avant qu'il ne soit racheté, mais également Big Blue Button, sont exploités, je ne vais pas dire quotidiennement, mais assez souvent, pour la télémédecine au Maroc, mais également pour le téléenseignement ou simplement pour des webinaires comme ceci. Les solutions de diffusion Open Broadcaster donc est exploitées pour la télétransmission d'interventions chirurgicales en temps réel, notamment dans les structures hospitalo-universitaires. Les autocommutateurs libres comme Asterisk est utilisé pour les besoins internes de téléphonie sur IP. D'ailleurs, on l'a même exploité dernièrement pour améliorer la couverture téléphonique dans certaines zones d'ombre en exploitant donc, le protocole SIP et en exploitant des terminaux Android avec une couverture Wi-Fi. Donc ça a permis quand même de régler un certain nombre de problèmes. Des solutions d'imagerie numérique libre de type PAX ont également été déployées. Alors moyennant donc des packages à base de SM4G comme serveur PAX et également des viewers comme sur macOS comme Osiris, mais également Wisis, c'est-à-dire des viewers web. Des plateformes informatiques libres sont souvent utilisées au quotidien, notamment le serveur Linux et sont couplés à des solutions de sécurité type proxy comme IPCOP, des solutions donc, de filtrage d'URL à base de zero shell qui sont tous donc des solutions libres. Alors, plusieurs postes utilisateurs clients ont réussi donc le saut vers le libre en utilisant des stations de travail Linux et également des suites bureautiques libres comme OpenOffice, StarOffice, etc. Et bien entendu, sans surprise, des systèmes de gestion de contenu comme Joomla sont majoritairement utilisés par les portails web des établissements publics et également des établissements privés, j'allais dire des cliniques, ainsi que de leur intranet. Bon, ça c'est juste, j'allais dire, donc les logos des différentes solutions qui ont été exploitées, des solutions libres, qui sont exploitées au quotidien donc, dans le secteur médical au Maroc. Alors en conclusion,
Alors, l'expérience marocaine de l'utilisation de logiciels libres dans le domaine de la santé est relativement récente. Je pense qu'il serait hâtif effectivement de tirer des conclusions à ce stade, mais on peut quand même déduire certains points. Tout d'abord, le choix des solutions open source n'affranchit aucunement de la nécessité d'une stratégie de déploiement qui doit être mûrement réfléchie pour éviter donc des catastrophes et des fiascos. Plaçons le facteur humain au centre des préoccupations impliquant l'utilisateur final. Donc j'ai repris cette anecdote qui m'a semblé très intéressante. Alors pendant 30 ans, les informaticiens ont répété aux équipes métiers qu'un projet informatique, ça n'existe pas, qu'il s'agit toujours d'un projet mutuel et que les métiers doivent le prendre en charge. Et malheureusement, la plupart des lenteurs que nous avons constatées dans les établissements qui ont voulu faire ces expérimentations open source par rapport au système d'information, c'est qu'ils essaient donc de déléguer au maximum le tout aux informaticiens et leur font même porter la responsabilité, et l'implication des professionnels de la santé, notamment les médecins et le corps infirmier, n'a pas été à la hauteur. Ensuite, si d'après la littérature et toutes catégories confondues, 30% des projets de système d'information n'aboutissent pas, 50% dépassent les budgets initialement prévus, 60% ne respectent pas les délais, c'est bien parce que le déploiement des systèmes libres, donc il faut dire en plus, le déploiement des solutions libres expose à des contraintes supplémentaires qui sont liées à l'évolutivité, mais également à la pérennité du produit. Ensuite, et contrairement à des idées, reçues, le libre n'est pas forcément moins cher. Pour reprendre un adage, avec le libre, on ne dépense pas moins, on dépense autrement et différemment. Quand vous faites le choix du libre, vous ne devez pas faire ce choix sur la seule base, des considérations financières. Il faut voir effectivement la pertinence donc des systèmes libres par rapport à votre écosystème, par rapport également à votre environnement. Les solutions développées selon le modèle présenté ne sont pas forcément profitables aux autres entités. Eh oui, il faut dire que la notion de copyleft qui existe dans la licence GPL, d'accord, elle protège les modules d'origine et en même temps il vous dit que si vous avez un module sous licence open source, GPL pardon, et si vous procédez à une modification, eh bien la licence GPL de par le copyleft vous oblige à maintenir ce système-là, c'est-à-dire ce module-là en open source. Donc ça c'est bien, mais le problème c'est que dans le monde réel, la plupart des modules qui ont été conçus en SUS et également donc les projets issus des refontes ne sont pas forcément sous GPL. Et donc du coup, les entreprises ne sont pas tenues de publier leurs extensions sous la même licence et donc du coup on sort un petit peu des avantages assurés par le modèle open source. Alors là encore, et même si le code source est parfois disponible parce que les sociétés veulent jouer franc jeu, la pérennité des solutions développées demeure malgré tout incertaine, en raison de la complexité et de la spécificité des processus de développement informatique d'une part, mais également de l'intérêt économique et concurrentiel de réaliser ce développement d'autre part. Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un marché de niche? Je ne pense pas que demain, tous les hôpitaux et toutes les cliniques du Maroc vont passer à un système d'information informatique, en bonne et due forme, et l'étude du marché qui a été fait jusqu'à présent démontre que seules de grosses structures peuvent se permettre effectivement le luxe de pouvoir acquérir de tels systèmes. Autrement dit, nous sommes réellement en face d'un marché de niche qui n'est pas forcément très intéressant pour les sociétés IT voulant se reconvertir en informatique médicale. Après, la documentation produite dans le cadre du projet est relativement faible en comparaison avec les solutions propriétaires. Il s'agit d'un problème récurrent dans les solutions libres qui ne sont pas forcément supportées par une communauté active. Et puis finalement, le développement selon le modèle open source est une formidable opportunité à mon avis de développement mutualisé de partage de coûts entre établissements. À ce jour, cette opportunité n'a malheureusement pas encore été saisie au Maroc. Il y a plusieurs CHU au Maroc par exemple, donc ils auraient pu se concerter entre eux et de passer à un système d'information mutualisé, libre, et chacun aurait pu supporter les coûts. Malheureusement, ça aurait favorisé la démocratisation de ces systèmes, mais ce n'est pas le cas. Ceci dit, bien entendu, nous restons à l'écoute et nous restons disponibles pour tout partenariat, également avec des autres pays voisins. Donc voilà, j'espère avoir réussi à transmettre un petit peu l'état actuel des choses concernant le système d'information libre au Maroc, et je vous remercie.